6 mois, Mirko apprit tous les secrets de la technique du jeu d'échecs. Ses connaissances étaient étroitement limitées, il est vrai, et l'on devait en rire souvent dans les cercles qu'il fréquenta par la suite. Car Zentovich ne parvint jamais à jouer une seule partie dans l'abstrait, ou, comme on dit, à l'aveugle. Il était absolument incapable de se représenter l'échiquier en imagination dans l'espace. Il avait toujours besoin de voir devant lui, réelles et palpables, les 64 cases noires et blanches et les 32 figures du jeu. Même lorsqu'il fut célèbre dans le monde entier, il prenait avec lui un échiquier de poche pour mieux se mettre dans l'œil la position des pièces, s'il voulait résoudre un problème ou reconstituer une partie de maître. Ce défaut, négligeable en lui-même, décelait assez son manque d'imagination, et on le commentait vivement dans le milieu qui l'entourait, comme on eût fait parmi les musiciens, d'un virtuose ou d'un chef d'orchestre distingué qui se fût montré incapable de jouer ou de diriger sans avoir la partition ouverte devant lui. Mais cette particularité ne retarda nullement les stupéfiants progrès de Mirko. À 17 ans, il avait déjà remporté une douzaine de prix. À 18 ans, il était champion de Hongrie. Et enfin, à 20 ans, champion du monde. Les plus hardis joueurs, ceux qui par l'intelligence, l'imagination et l'audace dépassaient infiniment Zentovich, ne purent résister à son implacable et froide logique, pas plus que Napoléon devant le lourd Koutousov ou Hannibal devant Fabius Cunctator, dont Tite-Live rapporte qu'il présentait lui aussi, dans son jeune âge, des signes frappants d'indifférence et d'imbécilité. L'illustre galerie des maîtres de l'échiquier comprenait jusqu'alors les types de haute intelligence les plus divers, des philosophes, des mathématiciens, cerveaux imaginatifs et souvent créateurs. Pour la première fois, un personnage étranger au monde de l'esprit y figura désormais sous les traits de ce rustre, lourdeau et taciturne, auquel les plus habiles journalistes ne parvinrent jamais à soutirer le moindre mot qui pût servir à leurs articles. Il est vrai qu'on se rattrapait largement en anecdotes sur son compte. Car si la maîtrise de Zentovich était incontestable devant l'échiquier, il devenait dès l'instant qu'il le quittait un individu comique et presque grotesque, en dépit de son cérémonieux habit noir et de ses cravates pompeusement ornées d'une perle un peu voyante. Malgré ses mains soignées aux ongles laborieusement polis, il gardait les manières et le maintien du jeune paysan borné qui balayait autrefois la chambre du curé de son village. Avec un maladroit et impudent cynisme qui faisait tour à tour la joie et le scandale de ses collègues, il ne songeait qu'à tirer tout l'argent possible de son talent et de son renom. Sa cupidité ne reculait devant aucune mesquinerie, fût-ce la plus ordinaire. Il voyageait beaucoup, mais descendait toujours dans les hôtels de troisième ordre et acceptait de jouer dans les clubs les plus ignorés pourvu qu'il touchât ses honoraires. On le vit sur une affiche faire la réclame d'un savon, et sans se soucier des moqueries de ses concurrents qui le savaient incapable d'écrire 3 phrases correctement, il vendit sa signature à un éditeur qui publiait une philosophie du jeu d'échecs. En réalité, l'ouvrage était écrit par un obscur étudiant de Galicie pour cet éditeur, habile homme d'affaires. Comme tous les têtus, Zentovich n'avait aucun sens du ridicule. Depuis qu'il était champion du monde, il se croyait le personnage le plus important de l'humanité. Et la conscience qu'il avait de ses victoires sur des hommes intelligents, brillants causeurs et grands clercs en écriture, le fait tangible surtout qu'il gagnait plus gros qu'eux dans leur propre domaine, transformèrent sa timidité native en une froide présomption qu'il étalait souvent grossièrement. Mais comment un si prompt succès n'eût-il pas grisé une cervelle aussi vide, conclut mon ami, après m'avoir conté quelques traits caractéristiques de la puérile suffisance de Zentovich. Comment voulez-vous qu'un petit paysan du Banat, âgé de 21 ans, ne soit pas ivre de vanité en voyant qu'il lui suffit de déplacer des pièces sur une planche à carreaux pour gagner en une semaine plus d'argent que tous les habitants de son hameau n'en gagnent en une année de bûcheronnage et autres travaux éreintants? Et puis, n'est-il pas diablement aisé, en fait, de se prendre pour un grand homme quand on ne soupçonne pas le moins du monde qu'un Rembrandt, qu'un Beethoven, un Dante ou un Napoléon ont jamais existé? Ce gaillard ne sait qu'une chose, derrière son front barré, c'est que depuis des mois il n'a pas perdu une seule partie d'échecs, et comme précisément il ne soupçonne pas qu'il y a d'autres valeurs en ce monde que les échecs
et l'argent. Il a toutes les raisons d'être enchanté de lui-même. Ces propos de mon ami ne manquèrent pas d'exciter ma curiosité. Les monomaniaques de tout poil, les gens qui sont possédés par une seule idée, m'ont toujours spécialement intrigué, car plus un esprit se limite, plus il touche par ailleurs à l'infini. Ces gens-là, qui vivent solitaires en apparence, construisent avec leurs matériaux particuliers et à la manière des termites, des mondes en raccourci d'un caractère tout à fait remarquable. Aussi déclarai-je mon intention d'observer de près ce singulier spécimen de développement intellectuel unilatéral et de bien employer à cet effet les 12 jours de voyage qui nous séparaient de Rio. « Vous avez peu de chance pourtant de parvenir à vos fins, me prévint mon ami. Personne que je sache n'a encore réussi à tirer de Zentovitch le moindre indice d'ordre psychologique. Derrière son insondable bêtise, ce rustre est assez malin pour ne jamais se compromettre. C'est bien simple, il évite toute conversation, hormis celle des compatriotes de sa région qu'il rencontre dans les petites auberges où il fréquente. Sitôt qu'il flaire un homme instruit, il rentre dans sa coquille. Ainsi personne ne peut se vanter de l'avoir entendu dire une sottise ou d'avoir mesuré l'étendue de son ignorance, que l'on dit universelle. L'expérience devait justifier ses paroles. Pendant les premiers jours du voyage, je dus reconnaître qu'il était tout à fait impossible d'approcher Zentovitch, à moins de se montrer d'une grossière indiscrétion qui n'est ni de mon goût, ni dans mes habitudes. Il se promenait parfois sur le pont promenade, mais c'était toujours d'un air absorbé et farouche, les mains croisées derrière le dos, dans l'attitude où un tableau bien connu représente Napoléon. Au surplus, il quittait les lieux avec tant de brusquerie et de précipitation, après ses déambulations douteuses, qu'il eût fallu le suivre au trot pour pouvoir lui adresser la parole. Dans les divers salons, on ne le voyait jamais ni au bar, ni au fumoir. Le steward me confia discrètement qu'il passait le plus clair de son temps dans sa cabine, à s'entraîner ou à répéter une partie devant un grand échiquier.